Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette présentation d'études sur l'agroalimentaire à Sainte-Lucie, un marché porteur pour nos produits locaux. Donc, je suis Stéphanie Pujard, je fais partie de l'équipe internationale de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique et je vais donc animer cette présentation. Quelques petites règles avant de démarrer. Comme d'habitude, donc je vous demande de couper vos micros et vos caméras. Je vérifie, voilà, certains n'avaient pas encore coupé leur micro. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Nos intervenantes seront disponibles également à la fin de la présentation pour éventuellement répondre à vos questions, même si l'heure de fin arrive, vous pourrez tout de même les contacter via les adresses mail qui seront communiquées. Et puis, bien sûr, la présentation sera disponible en replay sur les différents supports de la Chambre de commerce de Martinique. Alors, je vais rapidement vous présenter les intervenantes. Donc, cet après-midi, Nathalie Lugeri, conseillère en développement international à la Chambre de commerce et aussi qui a la casquette également de superviseur des études de marché TICA, va donc présenter en détail cette étude. Et puis, Lisa Louis-Thérèse, qui fait aussi partie de l'équipe et qui est chargée d'études, qui va également prendre part à cette présentation. Je vais rapidement également vous poser le contexte, puisque ces études de marché ont été réalisées dans le cadre du programme TICA, Interreg Caraïbes. C'est un programme de coopération régionale qui est porté par la Chambre de commerce avec deux partenaires caribéens, l'OSCO d'un côté, à Sainte-Lucie, et Caribbean Export de l'autre, à la Barbade. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'accompagner 29 entreprises des 5 secteurs que vous voyez à l'écran, donc agroalimentaire, environnement, TIC, mode et musique, de les accompagner dans leur développement à l'export. Pour cela, une équipe communément appelée la Trade Facilitation Team a été mise en place pour les accompagner et donc le programme a été lancé en janvier 2018. Il prendra fin en décembre prochain, mais l'accompagnement proposé par la TFT va se poursuivre au-delà du programme. Donc, depuis janvier 2018, nous avons mené différentes actions à la fois collectives par secteur d'activité et à la fois individuelles. Donc, des missions de prospection, mais également des formations linguistiques, des formations sectorielles et des projets inter-entreprises. Et donc, une grande part du projet TICA est liée aux études de marché. Notre objectif, à travers ces études, c'est de pouvoir soumettre des recommandations aux entreprises du programme pour qu'elles puissent par la suite faire des choix stratégiques plus pertinents. Et donc, c'est une façon vraiment de collecter des données très précises pour pouvoir être en capacité de faire des recommandations très concrètes en matière opérationnelle. Voilà pour le contexte. Je vous souhaite une bonne écoute et je laisse la parole à Nathalie Lugeri. Merci Stéphanie. Alors, donc effectivement, je vais vous présenter l'étude de marché agroalimentaire à Sainte-Lucie. Donc, comme l'a souligné Stéphanie, c'est une étude opérationnelle. Donc, ce n'est pas une étude macroéconomique que l'on va ranger dans un tiroir. Non, c'est véritablement une étude opérationnelle, pratico-pratique, pour que vous, chef d'entreprise, puissiez traduire les résultats de cette étude dans votre stratégie de développement sur ces marchés et notamment dans ces recommandations que l'on a formulées particulièrement pour les bénéficiaires TICA, mais plus largement pour vous, chefs d'entreprise intéressés par l'agroalimentaire à Sainte-Lucie. Ces études seront aussi accessibles. Donc, je vais vous présenter un extrait de cette étude, puisque c'est une étude qui fait près de 150 slides en 2 tomes, hein, donc il y a 2 fois 150 slides et plus. Donc là, on a un timing réduit, donc ça va vraiment être un extrait de cette étude, et je vais passer assez rapidement sur les slides pour vous donner le panorama de ce qui est disponible, et puis ces études seront à votre disposition par la suite, vous pourrez les acquérir. Donc, pour vous dresser un peu le périmètre qui a été couvert dans cette étude du marché agroalimentaire à Sainte-Lucie,
on a défini les produits agroalimentaires comme les produits conditionnés ou transformés par l'industrie. Donc, on est vraiment sur l'industrie agroalimentaire du territoire à Sainte-Lucie et sur les autres territoires couverts. Donc, on va vraiment exclure les produits agricoles et l'artisanat commercial. Même si on traite un petit peu de l'artisanat, puisqu'il y en a quand même pas mal dans nos territoires, on reste vraiment sur majoritairement des produits industriels. En plus, on a fait un focus, bien sûr, sur les produits qui concernaient les bénéficiaires du programme TICA, donc des produits, des entreprises agroalimentaires qui participent à ce programme, et également l'ensemble des produits qui sont en majorité consommés sur les marchés que l'on va cibler, qui sont importés sur ces marchés. Donc, on couvre quand même un panorama assez large et assez représentatif des produits agroalimentaires consommés sur les territoires en particulier. Donc, la première étude qui a été livrée, donc c'est effectivement l'étude Sainte-Lucie. On a aussi réalisé l'étude en Martinique, l'étude du marché agroalimentaire martiniquais, puisque nous avons des entreprises caribéennes qui participent à notre programme TICA et qui ont besoin de connaître effectivement le territoire martiniquais. Vous, Martiniquais, entreprises de Martinique, vous avez peut-être une visibilité plus large sur notre situation, notre environnement. Et cette étude va aussi être réalisée donc dans les autres territoires de l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, donc à Antigua-Barbuda, à la Dominique, à Grenade, à Saint-Kitts-Saint-Nevis et à Saint-Vincent-et-Grenadines. Donc en tout, vous aurez 7 études des marchés agroalimentaires des territoires de l'OECO qui vous seront livrés dans les prochains mois, puisque nous sommes en cours de finalisation avec ma collègue Lisa. Donc, je vais passer rapidement sur les différents chapitres qui sont déroulés dans notre étude Sainte-Lucie. Donc, bien sûr, vous aurez toujours en début d'étude un panorama sur la situation macroéconomique, donc le contexte général qui vous permet de cadrer, de vous situer sur le territoire. Donc, bien sûr, des chiffres clés en termes de population, de PIB, etc. Et on va dérouler aussi plus particulièrement donc les indicateurs clés macroéconomiques qui vont permettre de mieux comprendre l'impact sur le marché agroalimentaire. Donc effectivement, on va aller creuser sur la dépendance de l'économie sainte-lucienne par rapport au tourisme. Évidemment, c'est le cas aussi dans les autres territoires de l'OCO. Sainte-Lucie est une île qui est très fortement dépendante du tourisme, c'est 65% de son PIB. Et bien sûr, ça va impacter la consommation de produits agroalimentaires, on le verra par la suite. Si on regarde par exemple la contribution des hôtels et restaurants au PIB, on est sur 9,2 du PIB pour les hôtels et 11,2 pour les restaurants. Tout cela, on va aller le lier avec l'impact sur le marché agroalimentaire. On voit que Sainte-Lucie, c'est aussi l'une des îles de la Caraïbe qui est la plus diversifiée en termes d'industrie, notamment agroalimentaire. Donc, le secteur manufacturier à Sainte-Lucie, c'est l'un des plus diversifiés dans la zone Caraïbe. Et ça, on va aussi aller regarder le positionnement du territoire par rapport à l'environnement, par rapport à la région Caraïbe. Bien sûr, vous aurez beaucoup d'autres indicateurs macroéconomiques qui seront regardés à la loupe, donc notamment les faiblesses structurelles de ces économies, les risques liés au changement climatique. Sainte-Lucie, voilà, elle fait quand même partie de la ceinture cyclonique de l'Atlantique et donc ces risques existent en termes de changement climatique, d'ouragans, etc. Et puis des risques aussi comme le Brexit, puisque le Royaume-Uni, c'est l'un des partenaires économiques les plus importants de Sainte-Lucie et il y aura des impacts effectivement sur l'économie de Sainte-Lucie. Donc, ceci, c'est vraiment que des illustrations, des exemples. Tout cela est clairement détaillé dans notre étude. Et toujours sur ce panorama qui dresse, on va dire, le cadre de cette étude, on va aller regarder effectivement le potentiel du marché agroalimentaire en lien, par exemple, avec le développement de la population.
on voit que Sainte-Lucie, effectivement, c'est le territoire, le deuxième territoire le plus peuplé que l'on a étudié, avec une population qui a connu une croissance démographique assez importante. C'est même la plus soutenue de l'OOCO, avec plus 7% de sa population. Donc, le fait que cette population croît, donc il y a un impact évidemment sur la consommation de produits agroalimentaires par cette population. Et puis également, on le parlait du tourisme, le fait que l'activité touristique est aussi en croissance sur ce territoire, ça impacte le fait que les touristes consomment des produits agroalimentaires, dépensent, donc achètent des produits agroalimentaires, et particulièrement Sainte-Lucie se démarque des autres territoires par le fait que c'est l'un des territoires qui bénéficie des dépenses les plus élevées des touristes. Donc, les touristes qui vont à Sainte-Lucie dépensent plus, par exemple, que dans les autres territoires de l'OOCO. Et cela explique notamment la position de Sainte-Lucie en tant que deuxième importateur de produits agroalimentaires au sein de l'OOCO. Juste après la Martinique, notre territoire, c'est le deuxième plus gros importateur de produits agroalimentaires. Quand on regarde les échanges mondiaux, tous produits confondus, là c'est encore pour dresser le panorama et le positionnement de Sainte-Lucie dans la région. Bien sûr, c'est un territoire d'importation, la balance commerciale est clairement déficitaire, donc ils importent beaucoup plus de produits qu'ils n'en exportent. Mais on voit que effectivement, les marchés fournisseurs, tous produits confondus, sont quand même bien inscrits dans la région. Bien sûr, Trinidad and Tobago pour les produits pétroliers, c'est le premier fournisseur de Sainte-Lucie. Ensuite viennent en termes de pays fournisseurs le Royaume-Uni et les États-Unis. Et ensuite, quelques pays de la Caraïbe comme Barbade, Jamaïque, Saint-Vincent, etc. Donc, c'est un marché saint-lucien qui se fournit quand même pas mal déjà dans sa région. En termes d'exportation, pareil, ils exportent pas mal de leur production locale, notamment dans le top 2 des produits exportés de Sainte-Lucie, donc produits à Sainte-Lucie et exportés, on retrouve la bière et les bananes. Donc, produits agroalimentaires, la bière, on en parlera juste après. Il y a quand même une grosse production de boissons, c'est la production phare de Sainte-Lucie et notamment de bière. Donc, voilà en quelques slides la première partie de notre étude. On va rentrer dans le vif du sujet, donc le cœur de l'étude, qui est l'offre de produits agroalimentaires. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c'est qu'on a, en termes de méthodologie, ces études, les résultats sont extraits directement d'entretiens avec les acteurs du secteur, notamment avec les industriels, les producteurs agroalimentaires. Donc, on a fait plus d'une trentaine d'interviews, d'entretiens avec ces acteurs. Donc, bien sûr, des producteurs, mais également des distributeurs, des institutionnels au sein des ministères de l'agroalimentaire, etc., de l'agriculture, pour comprendre comment était structuré ce marché. Donc, quand on rentre dans le sujet de l'industrie agroalimentaire, on voit que c'est effectivement l'agroalimentaire, c'est une industrie majeure du secteur manufacturier à Sainte-Lucie. Donc, notamment les produits agroalimentaires, donc, qui sont les sous-secteurs donc, des boissons, qui représentent 38% du secteur manufacturier, et les produits alimentaires transformés autres, 29% de cette industrie manufacturière à Sainte-Lucie. Et particulièrement, ce qui est intéressant de constater, c'est que la production agroalimentaire est en croissance. Elle connaît une croissance depuis 2014 jusqu'à 2018 de plus 38%. Alors, j'avais oublié de préciser en début de rapport de présentation, effectivement, nos données, donc l'étude a été réalisée second semestre 2019, finalisée début 2020. Donc, toutes nos données, effectivement, sont relativement récentes, datant de 2018-2019. Mais effectivement, on est avant 2020, donc avant la crise que l'on connaît actuellement.
En termes de structuration du marché local, donc en termes d'unités de production des entreprises, ce qui est particulièrement notable, c'est qu'il existe quand même une centaine d'unités de production du marché agroalimentaire, quelques grandes entreprises, donc une dizaine, donc qui sont des vraies industries qui ont voilà plus d'une cinquantaine de personnes employées dans leur appareil productif, dans leurs usines. On a également des petites moyennes entreprises, voilà, une cinquantaine de petites moyennes entreprises et des plus petites entreprises, plus grand nombre de plus petites entreprises, micro-entreprises qui sont parfois avec des productions informelles, plutôt artisanales du coup pour cela. Mais l'essentiel de la production, en tout cas en valeur et en volume, est plutôt concentré effectivement au sein des grosses entreprises, ces dizaines de grosses entreprises et ces petites et moyennes unités. Quand on rentre dans le détail, donc là on va le passer rapidement, mais quand vous allez rentrer dans le détail, dans les résultats du rapport, on va aller regarder catégorie de produits par catégorie de produits. Donc, on rentre sur le produit phare, c'est les boissons. Donc, c'est le sous-secteur agroalimentaire le plus dynamique. Voilà, c'est 40% de la production manufacturière totale qui est concentrée dans ce secteur des boissons. Historiquement, depuis 2015, on voit que ce sous-secteur connaît un regain de dynamisme important, notamment à cause de fusion de grosses entreprises. Donc, fusion historique de la grosse entreprise du Bulleh Bottling Company et de Windward Leeward Brewery, donc qui est la filiale Heineken. Donc, deux grosses entreprises productrices de boissons qui ont fusionné. Et puis, d'autres facteurs qui expliquent ce dynamisme de ce secteur des boissons, c'est effectivement l'augmentation de la demande en boissons alcoolisées en eau au sein des marchés de l'OCO, puisque ils exportent sur ces marchés, sur ces territoires. Et également, donc Saint-Luchon Distillers, qui est la distillerie qui produit le rhum à Sainte-Lucie, donc c'est la seule, qui a été d'ailleurs rachetée par un groupe martiniquais, donc qui a augmenté sa capacité de production. Donc, vous allez avoir aussi le détail des acteurs, donc des entreprises que je viens de citer. Donc, les principaux acteurs dans le secteur des boissons, comme je viens de le citer, c'est 5 acteurs majeurs, des grosses entreprises. Donc, j'ai cité les entreprises de boissons, de bière, donc oui, WLBL, DBC, donc qui est le leader sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées, qui est l'ancienne franchisée Heineken, et voilà, qui emploie plus de 280 employés, qui produit et distribue des boissons alcoolisées et non alcoolisées, et notamment qui distribue des marques internationales comme Heineken, mais aussi des marques locales comme la bière Piton. Effectivement, c'est un acteur majeur qui a les plus grosses parts de marché. Donc, c'est 94% de parts de marché du segment de la bière, 80% des sodas, 30% du segment de l'eau à Sainte-Lucie. Le producteur de rhum, Saint-Luchon Distillers, dont je parlais à l'instant, donc c'est l'unique rhummier de Sainte-Lucie, c'est 70% de parts de marché pour le rhum à Sainte-Lucie. Saint-Luchon Distillers compte 150 employés et c'est une entreprise donc, qui a été rachetée par le groupe GBH depuis 2016 et qui est une entreprise qui est bien ancrée à Sainte-Lucie et qui exporte ses produits rhum dans le monde, donc notamment aux États-Unis, au Canada, en Russie et dans plusieurs pays d'Europe, avec des projets aussi d'expansion de l'outil de production à Sainte-Lucie. Toujours dans cette catégorie des boissons, on a les acteurs de taille intermédiaire, donc je vais les citer rapidement. SMG Beverages, qui est un producteur de boissons non alcoolisées à l'échelle mondiale, donc notamment avec des jus de fruits, des sodas, qui est implanté dans plusieurs pays et notamment
avec une unité de production à Sainte-Lucie, qui emploie 85 personnes. Et voilà, qui est un acteur majeur sur ce segment également. Des acteurs de taille intermédiaire comme Windfresh et Blue Waters, donc ce sont des producteurs d'eau, mais qui produisent aussi d'autres types de boissons, notamment des jus. Donc Blue Waters, par exemple, c'est 60% de la part de marché sur le segment de l'eau, Windfresh 10%. Et puis on a d'autres plus petits producteurs, donc dans ce secteur des boissons, donc des producteurs de vins de fruits, par exemple, à l'instar de Vales Multi-Services ou Desert Fruit and Juices. Des producteurs d'autres types de boissons, notamment les punchs aux algues, qui sont assez populaires dans la Caraïbe et notamment à Sainte-Lucie. Les boissons Simos, pour ceux qui connaissent. Et puis, des marques aussi d'eau de coco qui commercialisent de l'eau de coco, donc comme la marque Fresh Nuts. Et puis, à noter aussi des nouvelles tendances, des nouveaux producteurs de boissons à Sainte-Lucie, comme par exemple Caribbean Craft Distilling, qui est une distillerie artisanale de vodka, rhum, eau de vie à base de fruits locaux, qui a débuté il y a quelques années de cela, en 2016, qui a débuté en 2018 la commercialisation de ces produits et qui connaît un succès intéressant. Une entreprise qui fait de la bière artisanale, donc Antilla Brewery, qui est l'unique brasseur artisanal de l'île, qui a été fondé par des Canadiens, mais qui connaît un succès aussi assez intéressant, notamment ce type de produit, et connaît une appétence particulière auprès de la clientèle touristique et privilégiée avec des moyens un peu plus haut de gamme. On en parlera également tout à l'heure. Donc, nouvelle tendance également sur le segment du jus de fruits. Donc, la marque The Juice Box, qui a été lancée récemment également en 2016 et qui est l'unique producteur formel de jus de fruits frais. Donc, comme je disais, formel, c'est-à-dire que c'est une industrie formelle, bien organisée. Il y a aussi beaucoup de petits vendeurs à la sauvette de jus et d'autres types de produits. Donc, il y a une économie informelle dont on parle également dans le rapport, mais qui est aussi assez importante. Je vais aller aussi rapidement vous passer en revue les autres sous-secteurs. Donc, mis à part les boissons que je viens de traiter, qui c'est vraiment les produits phares de Sainte-Lucie, bien sûr, il y a d'autres sous-secteurs d'importance, notamment la production de pâtes, de farine et de pâtes, la production de produits de la boulangerie également, de sauces, de condiments et d'assaisonnement. Et on voit donc à travers les données économiques que l'on a pu collecter que ce sont des segments aussi très dynamiques, donc qui ont vraiment connu des croissances importantes au cours des dernières années, donc avec cette appétence pour ce type de produits qui sont produits localement et qui peuvent donc à la fois être consommés localement ou être exportés. Donc, je vais passer rapidement. On a des producteurs de pâtes qui sont quand même des entreprises taille moyenne ou petite, mais qui couvrent les besoins de la population en local. Donc, des marques comme Tanderoni ou Il Pirata Pastaio, de la marque Maison Pasta. Les producteurs de pâtes Chouoming qui sont très populaires, des nouilles chinoises très populaires à Sainte-Lucie. Et puis les sauces, un produit emblématique de ce territoire, notamment Barron's Food, qui est le leader incontesté des sauces produites à Sainte-Lucie, donc qui a 90% de part de marché sur le territoire saint-lucien, mais qui est une grosse entreprise qui emploie 200 personnes au total dans 3 pays, puisqu'il est implanté à Sainte-Lucie, mais également à Grenade et à Trinidad and Tobago, avec une gamme de 165 produits. Donc, une belle gamme de sauces exportées. Plus de la moitié de la production de Barron's est exportée
dans la Caraïbe, dans un premier temps, mais aussi en Amérique du Nord, en Europe, en Russie, au Japon, jusqu'à l'île de la Réunion. Donc, les sauces Barons sont d'ailleurs très présentes dans nos rayons, dans les rayons de nos supermarchés en Martinique. Et puis, on a également d'autres challengers dans ce segment des sauces et condiments, notamment la marque Viking Trader, donc, qui est un challenger de Barons, qui a 8% de part de marché à Sainte-Lucie. Frosty Foods, un plus petit un producteur local à Sainte-Lucie. Je parlais des produits de la boulangerie. Donc, on a aussi pas mal d'industriels qui se sont lancés dans ces produits de boulangerie, donc du pain industriel en sachet. Et ce qui peut être particulièrement intéressant, c'est de voir également qu'il y a des nouvelles tendances sur ces segments, notamment des tendances haut de gamme. Donc, on a des producteurs qui se sont spécialisés dans des produits haut de gamme, avec un segment de marché destiné à une clientèle aisée, internationale, qui a une appétence pour ce type de produits de composition plus saine, avec des ingrédients 100% locaux, sans conservateurs, sans colorants, sans artificiels. Ça, c'est une tendance de fond donc, qui est illustrée sur ce sous-segment de la boulangerie, mais que l'on retrouve sur d'autres segments de produits et que l'on traite de manière transversale tout au long du rapport du marché saint-lucien. Idem en lien avec ce segment de la boulangerie, le segment des farines et céréales a noté la présence du leader de ce segment des farines, qui est un acteur martiniquais, puisque c'est l'entreprise Caribbean Grains Saint-Lucia, qui appartient au groupe martiniquais Msem Soiden, qui est implanté à Sainte-Lucie depuis 2016 et qui produit à Sainte-Lucie, exporte vers d'autres pays de l'OCO. Donc ça, c'est un exemple. Et puis après, il y a d'autres plus petits producteurs de farine, notamment de fécule et de fruits locaux commercialisés dans la grande distribution, donc des farines comme des entreprises comme Place Cassave ou All Natural Rainforest, qui sont des producteurs locaux de farine. D'autres segments, donc je vais passer plus rapidement sur le snacking. Donc, on a des gros producteurs de glace à Sainte-Lucie, de glace, de crème glacée, de yaourt, donc notamment la marque Ferrance, qui est le leader. Également sur le segment du chocolat, on voit une tendance assez émergente de nouvelles marques de chocolat qui se sont développées à Sainte-Lucie au cours de ces dernières années, donc qui a redonné un nouveau souffle à cette industrie cacaoyère locale à Sainte-Lucie. Donc, on a 7 entreprises qui produisent actuellement du chocolat 100% local. Donc, parmi elles, Cacao Saint-Lucia, qui est devenu l'un des producteurs emblématiques de l'île et qui exporte même ses productions en toute petite quantité en Martinique et à Saint-Vincent. Idem sur d'autres sous-segments de produits, donc des producteurs de confitures gelées qui se démarquent, également des producteurs de thé ou de fudge, des produits un peu de snacking, de bonbons, etc. Donc, qui développent quand même des produits industriels à Sainte-Lucie, donc qui servent leurs marchés locaux et peuvent également exporter en petite quantité. Voilà pour l'offre vraiment de produits locaux à Sainte-Lucie, donc des produits industriels qui sont fabriqués localement à Sainte-Lucie, qui sont consommés localement et qui peuvent être exportés. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Lisa, qui va nous parler un peu de l'export de ces produits agroalimentaires et de l'import également. Je te laisse la parole, Lisa. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais prendre le relais sur l'offre de produits agroalimentaires à l'export.
ce qu'on peut observer dans un premier temps sur cette slide, c'est les quelques fluctuations sur la période étudiée et notamment la grosse chute qu'il y a pu y avoir sur les exportations de produits agroalimentaires entre 2015 et 2016. Cette chute s'expliquant notamment par les conséquences de l'ouragan Matthew. Mais dès l'année d'après, il est possible d'observer un regain, un très fort rebond qui va même venir dépasser du coup les valeurs pré-ouragan de 2015. La hausse s'explique sur 3 groupes de produits agroalimentaires. D'abord, les boissons liquides, les liquides alcooliques, et vinaigres, les produits de la minoterie également, et les résidus aliments préparés pour les animaux. En ce qui concerne la première catégorie, donc les boissons liquides alcooliques et vinaigres, l'augmentation s'explique par la fameuse fusion des 2 gros groupes dont vous parlait Nathalie à l'instant, WLBL et DBC, et ainsi que par l'augmentation des exports vers l'Europe, puisqu'il y a eu rachat de la distillerie de Sainte-Lucie par le groupe GBH. L'augmentation, pour ce qui est de la 3e catégorie, va pouvoir être imputée à l'ouverture de Caribbean Grey, également, comme vous le disiez, Nathalie. Donc, le producteur a ouvert à Sainte-Lucie en 2016 et ce qui explique donc le boost sur cette catégorie de produits. Alors, si l'on s'attarde maintenant sur les acteurs, ce qu'il est possible de voir assez facilement, c'est que les USA sont en tête des échanges et représentent donc la destination numéro 1 sur au moins 3 catégories des produits agroalimentaires saint-luciens. Donc, sur la catégorie des chocolats, où les États-Unis représentent 78%, sur la catégorie café, 52%, et sur la catégorie sauce, condiments et assaisonnement, où les États-Unis importent 38% de la production. Grenade vient en pole position pour ce qui est de l'export des jus saint-luciens et Saint-Kitts-Nevis pour ce qui est, loin devant pour ce qui est de l'export de farine sainte-lucienne avec 94% de la valeur totale de l'export. Si l'on fait un focus France, on peut voir que le pays apparaît en 2e position pour ce qui est de l'import des sauces, condiments et assaisonnements produits à Sainte-Lucie. Et catégorie qui est, rappelons-le, la première catégorie en termes de valeur exportée. Enfin, si l'on s'attarde sur les catégories en elles-mêmes pour voir quels sont les produits exactement qui sont exportés, on peut voir que 100% du café exporté correspond à la catégorie douanière des cafés torréfiés non décaféinés. Pour ce qui est des chocolats, on va être sur du chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao et dans des emballages de moins de 2 kg. Et pour ce qui est des sauces, condiments et assaisonnements, on va avoir 75% des sauces qui correspondent à des sauces pimentées et les 25% restants à d'autres sauces. Maintenant, à l'import, on peut observer une croissance progressive et soutenue, sur la période étudiée, donc 2013-2018, ce qui donne au total 14% de croissance. Cette croissance s'explique d'une part par le tourisme, lui aussi soutenu sur la période, puisqu'on va avoir plus 24% de touristes en séjour sur la période étudiée de 5 ans. On a également une hausse démographique qui, elle, va venir participer dans une moindre mesure, mais tout de même plus 2%, plus 2,5% de hausse démographique en 5 ans. Les augmentations les plus notables concernant les produits agroalimentaires suivants. Les préparations donc de viande, poisson, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, qui représentent 3,2 millions
de dollars US. On va avoir les préparations alimentaires diverses, donc sous-catégories un peu plus variées, et les préparations de légumes, fruits et d'autres parties de plantes. Ici, donc pour préparation alimentaire diverse, on va avoir plus, par exemple, plus 1,7 million de dollars sur la période. D'autres catégories, en revanche, ont connu un déclin relatif. On en parlait tout à l'heure, les produits de la minoterie, donc ça va correspondre aux produits à base de malt, d'amidon, etc. Moins 6,4 millions de dollars US avec l'arrivée de Caribbean Grain. Et en ce qui concerne les boissons liquides alcooliques et vinaigres, de la même façon, avec la fusion des deux gros acteurs de l'île, on va avoir une part d'import qui a été amputée de 2,3 millions de dollars US. La catégorie reste tout de même la seconde catégorie de produits à l'import, derrière les viandes et les abats comestibles. Alors, toujours sur les importations, on va pouvoir se concentrer sur le référentiel des produits TICA, donc des produits agroalimentaires. Parmi ceux-là, le top 3 des plus importés, il va y avoir les farines de froment ou de métail, malgré une forte tendance à la baisse qu'on peut voir sur le deuxième graphique, toujours avec cette fameuse ouverture de Caribbean Grain, moins 58% du coup au niveau des importations. Deuxième produit, ceux de la boulangerie. Malgré l'existence de nombreux acteurs locaux, le recours à l'importation est notamment stimulé par les établissements de type café, restaurant, hôtel, à la recherche de variété et de qualité. Et enfin, on va avoir la catégorie des jus de fruits. L'importation correspond là également à une recherche de variété, même si donc Saint-Lucie produit énormément de variétés de fruits, mais fait face à des problématiques de stockage, notamment, qui viennent handicaper la production de jus de fruits. À noter également la forte augmentation à l'import des sauces, condiments et assaisonnements, plus 29%, et 29% de plus également sur la catégorie café. Maintenant, lorsqu'on regarde la provenance des importations, on a là également un grand gagnant, les États-Unis, sur 6 catégories, 6 catégories sur 11. Donc, 19% des importations en café, 64% des importations en pâtes, 36% des importations en jus de fruits, 77% des importations en glace, 42% des importations en gin et 38% des importations en vodka. Trinidad va être le second partenaire principal de Sainte-Lucie et atteint la première place dans les catégories thé, chocolat, produits de la boulangerie et sauces, condiments et assaisonnements. Enfin, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni se partagent la première place du podium pour ce qui est de la catégorie des yaourts. Alors, en ce qui concerne maintenant la demande, la consommation sur l'île de produits agroalimentaires, on note du coup sur la période 2013-2018 une demande qui a augmenté de 25% et qui est répondue majoritairement par l'import. Toutefois, la demande pour les produits locaux connaît une forte augmentation, sachant que sur la période, elle connaît une croissance de 44%, alors que la demande pour les produits importés n'a cru, elle, que de 14%. En 2018, on arrive ainsi à un rapport de 88,1% pour la demande de produits importés et de 63,3% pour la demande en produits locaux. La catégorie des pâtes correspond au produit le plus demandé, enfin, le produit qui va faire 24% entre 2014 et 2018, suivi par les produits de la boulangerie, donc plus 38% sur la période,
les jus de fruits qui ont fait 8% sur la même période et enfin les sauces, condiments et assaisonnements plus 55% sur la période. Et maintenant, si on doit s'attarder sur les tendances qui ont pu être observées au moment de la rédaction de l'étude. Donc, d'une part, sur la slide, on peut observer à gauche le top 5 des produits ayant connu la plus grande croissance à l'import. Donc, les 3 catégories de préparation dont on parlait à l'instant, préparation de viande, poisson, etc., les préparations alimentaires diverses, et les préparations de légumes, fruits et autres parties de la plante. Et on retrouve également la catégorie des cafés, thé, maté et épices, qui ont donc fait un bond de 14%, et la catégorie des cacao et des différentes préparations à base de cacao. L'étude a également permis de mettre en exergue une nouvelle tendance de demande de produits sains, donc tout ce qui va être moins sucré, avec moins d'additifs, etc. Nathalie vous parlait tout à l'heure, par exemple, des jus de fruits. Donc, ça va être des produits qui vont être de plus en plus recherchés, même si une grosse partie de la population continue à se diriger vers des produits plus abordables. Tout ce qui va concerner les savoir-faire locaux, alors on a d'une part des marques qui sont en émergence, sur par exemple les chips faits à partir de légumes, de bananes plantains, de dachine, etc. Aujourd'hui, ce sont des petites marques sans réellement d'image de marque, donc qui ne dégagent pas encore de fidélité, de sentiment de fidélité par rapport à la clientèle, mais qui se vendent tranquillement. Le fait de ne pas avoir de régularité dans le réapprovisionnement, vient un peu handicaper et également leur croissance. Pour ce qui est des jus, pareil, Nathalie en parlait. Donc, la plupart des jus locaux sont vendus un peu à la sauvette, donc sur le bord des routes, etc. Et n'ont pas encore réussi à se faire connaître auprès des distributeurs des grandes surfaces. Donc, reste une catégorie un peu marginale. Et puis, autre produit, par contre, en plein essor, ça va être les produits de type huile de coco, avec une demande croissante et de nombreux acteurs qui essayent du coup de se partager le marché. Un dernier point à mettre en exergue, le miel, qui est un aliment très prisé et pour lequel la manufacture sur place n'arrive pas à répondre encore à la forte demande locale. Donc, qui est donc répandu principalement par l'import de miel en provenance du Canada et de l'Angleterre. Merci Lisa. Alors, je vais vous dresser maintenant le panorama de la distribution, puisque tous ces produits, qu'ils soient produits fabriqués localement à Sainte-Lucie ou importés, sont distribués dans les différents circuits de distribution. Donc, avoir effectivement la map, le mapping de ces acteurs de la grande distribution, de la distribution de gros, c'est important pour vos entreprises. Donc, la structure de la distribution des produits agroalimentaires à Sainte-Lucie est assez spécifique. Elle est caractérisée par une concentration d'acteurs, de quelques acteurs majeurs. Alors là, c'est une illustration donc de quelques entreprises qui permettent de schématiser cette distribution. Donc, on a, je vais le développer juste après, des grossistes, notamment étrangers, qui sont implantés à Sainte-Lucie et qui servent particulièrement les établissements de chaînes internationales, qu'ils soient hôtels, restaurants, chaînes de fast-food. Également des distributeurs étrangers qui servent, qui s'adressent aux distributeurs de la grande distribution alimentaire, notamment le leader incontesté Massistos.
Donc qui s'adresse aussi aux différentes industries qui utilisent des produits agroalimentaires dans leur fabrication. Avec également des distributeurs locaux qui se positionnent. Donc, on va le voir dans le détail. La caractéristique du marché, la structure du marché saint-lucien, de cette distribution, c'est vraiment un petit nombre d'acteurs assez concentrés. Donc, en termes de commerce de grossistes alimentaires, on a un leader, donc Peters & Company Distribution, qui est leader de cette distribution de produits agroalimentaires. Donc, c'est un grossiste, donc qui distribue pas mal de marques importées, des marques internationales comme Kellogg's, Nabisco, Mars, etc. On a un numéro 2, challenger sur cette distribution de gros, CPG, qui arrive en deuxième position en termes de volume de produits agroalimentaires distribués. Notamment parce que l'un de ses gros clients, c'est la chaîne d'hôtels, le groupe hôtelier Sandals. On a également des distributeurs, des acteurs du commerce de gros assez spécifiques parce qu'ils se positionnent particulièrement sur un segment de produits qualitatifs. C'est le cas d'Admac, qui est un grossiste haut de gamme, créé depuis 1993, donc qui se propose à la vente de produits de qualité supérieure et qui notamment commercialise ces gammes de produits auprès de clients café, hôtel, restaurant du segment CHR. Ce sont ses premiers clients. Il propose également ses produits au détail dans son propre magasin. On a un autre acteur comme Les Elegant, qui est l'un des distributeurs majeurs de produits agroalimentaires, notamment de produits des marques internationales comme Evian, Badois, Angostura, les sauces Badia. Et c'est un distributeur qui propose également ses produits aux plaisanciers. Donc ça, c'est un marché de niche que l'on verra juste après. Donc aux plaisanciers au sein des marinas avec un service de livraison spécifique. En termes de grande distribution, donc de distribution de détail, il y a un leader incontesté, c'est Massy Stores, qui détient 70% des parts de marché de la grande distribution sur l'île. Il n'y a pratiquement que des magasins Macy's. Donc, des magasins de grande distribution classique, il y en a 8. Il y a également une déclinaison de Massy, donc en format Massy Gourmet, donc un magasin un peu plus haut de gamme, un peu épicerie fine, qui propose des produits importés, beaucoup de produits importés de qualité, et un format Massy Méga, un peu commerce de gros, qui propose des produits hors taxe, donc aux établissements CHR, aux professionnels, donc entreprises, mais également aux particuliers. Donc, voilà, c'est un groupe Massy qui accapare le marché de la distribution, mais il y a également des nouvelles tendances donc de distribution, des nouveaux circuits de distribution à Sainte-Lucie. Je n'ai pas détaillé les autres acteurs, les plus petits acteurs mis à part Massy, il y en a d'autres. Mais je voulais souligner en particulier cette tendance du e-commerce qui reste émergente, mais je pense qu'avec la situation sanitaire, ça a dû croître dans les derniers mois. Donc, c'était une tendance émergente et on voyait que de plus en plus d'acteurs se positionnaient sur ce e-commerce, des producteurs comme les marques de glace Fun Foods et Iceland Pops, mais également la marque que j'ai citée de jus fraîchement pressé, The Juice Box, qui propose directement d'acheter des produits en ligne. Et puis, on peut citer également l'exemple de Barron's qui s'est positionné en pionnier du e-commerce puisqu'il commercialise aussi à l'international ses produits sur sa plateforme en ligne. Je vais passer rapidement sur l'utilisation des produits agroalimentaires dans les établissements CHR. Donc, ces produits agroalimentaires, bien sûr, sont consommés au sein des établissements café, hôtel, restauration, puisque on a vu que effectivement, ce sont des établissements qui accueillent beaucoup de touristes et que le tourisme croît à Sainte-Lucie. Donc, c'est une offre de touristique diverse, variée, avec des grands hôtels, des plus petits hôtels. Donc,
on dresse un panorama assez détaillé de ce secteur CHR, touristique, qui était d'ailleurs en expansion à fin 2019-2020. On avait quand même pas mal de projets de développement d'hôtels à Sainte-Lucie. Et qui dit développement d'hôtels, donc augmentation également de cette capacité touristique et donc de cette consommation de produits agroalimentaires par cette cible touristique. En termes d'approvisionnement, ce qui est notable, donc les approvisionnements de produits agroalimentaires, ce qui est notable notamment pour les grands hôtels, donc les grands établissements touristiques, c'est qu'ils s'adressent principalement aux grands distributeurs internationaux. Donc les chaînes internationales ont des chaînes d'approvisionnement centralisées. Souvent, ce sont des grands groupes internationaux qui passent par le distributeur américain CBI Cheney Brothers, qui est basé à Miami. Donc, ils s'approvisionnent relativement peu en local, mis à part auprès des grands producteurs agro-industriels comme WLBL DBC, dont on a parlé, donc le producteur de boissons, le producteur de rhum, St. Lucian Distillers, ou le producteur de sauces, donc qui sont les gros acteurs qui peuvent répondre à la demande de ces grands hôtels, étant donné les quantités qui sont sollicitées. Effectivement, les plus petits acteurs, producteurs locaux saint-luciens n'ont pas la capacité de fournir. Néanmoins, les plus petits établissements hôteliers s'adressent plus prioritairement aux producteurs locaux, donc il y a une propension plus forte à consommer local au sein de ces plus petits hôtels. Évidemment, ils ont une demande, un volume de produits nécessaires moins important. Donc, on peut citer quelques exemples comme les hôtels Châtenay et Jane Mountain, qui possèdent par exemple leur propre ferme biologique et leur laboratoire de confection en chocolat. Donc, ils sont eux-mêmes producteurs et ils ont plus tendance effectivement à consommer des produits fabriqués localement à Sainte-Lucie au sein de leurs établissements et de la proposer aux touristes. Enfin, une dernière tendance qu'on souhaitait souligner, donc c'est cette tendance, ce marché de niche, comme je disais, qui est adressé à un segment touristique qui est le segment de la plaisance. C'est un segment qui était particulièrement en croissance à Sainte-Lucie au cours des dernières années, donc avec une croissance de 60% au cours des dernières années, avec un impact significatif sur l'économie locale, puisque les dépenses journalières de ce type de tourisme et plaisanciers étaient particulièrement importantes. Effectivement, on a vu se développer une offre spécifique pour ce marché de niche. Donc, on a des circuits de distribution spécifiques comme l'épicerie The Marketplace à la marina de Rodney Bay ou Marie Gourmet à la marina de Marigot Bay qui proposent des services particuliers, des produits agroalimentaires particuliers spécifiques un peu plus haut de gamme pour ces plaisanciers, cette cible des plaisanciers. Donc, pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps, je vois qu'on est déjà 16 heures, je vais prendre 10 petites minutes encore. Voilà, pour conclure sur le type de recommandations très opérationnelles que l'on a pu délivrer aux bénéficiaires de cette étude, qui sont d'abord les entreprises TICA, mais plus largement toutes les entreprises intéressées par le marché agroalimentaire à Sainte-Lucie. Les résultats de l'étude montrent qu'effectivement, à Sainte-Lucie, on a beaucoup de produits importés, on a vu des autres territoires du monde, notamment des États-Unis, mais on a quand même une offre caribéenne donc, qui est présente à Sainte-Lucie. Donc, une offre caribéenne qui vient principalement des îles donc, comme Barbade, la Jamaïque ou Trinidad, sur certains segments de produits comme les sodas, les jus notamment, les thés, les tisanes également, etc. Nos produits martiniquais sont quand même assez absents des rayons saint-luciens, des rayons des supermarchés saint-luciens. On retrouve quelques produits au sein du distributeur Almac, donc ce distributeur boutique spécialisé haut de gamme. Donc, 2 produits qui sont importés directement de Martinique, du café, donc c'est la réexportation de capsules Nespresso, et puis également le sirop de canne d'Ormois.
Donc, l'offre caribéenne est encore assez restreinte, mis à part sur ces quelques segments de produits, et nos produits martiniquais sont encore très absents. Pourtant, les opportunités sont existantes. Comme je disais, le secteur touristique qui a connu cette expansion il y a quelques années, encore récemment jusqu'à début 2020, qui mise grandement sur la culture caribéenne, les traditions culinaires créoles. Il y a une appétence pour nos produits martiniquais, donc notamment les produits TICA, donc auprès des établissements cafés, hôtels, restaurants et les boutiques destinées aux touristes. En termes de circuit de distribution en grande surface, en des moyennes surfaces, la variété de produits agroalimentaires conçus, fabriqués localement à Sainte-Lucie reste relativement limitée. Il y a beaucoup de produits importés, comme on le disait. Il y a des catégories de produits où tous les produits pratiquement sont des produits importés, notamment les jus, les yaourts. Mais la demande est grandissante. Ce sont des catégories de produits sur lesquelles on a vu que la demande était croissante et les importations aussi croissantes. Donc, il y a une opportunité de remplacer ces importations par une production locale ou par une exportation de produits martiniquais ou caribéens. En termes de cible, de clientèle cible, effectivement, il y a une population expatriée ou retraitée relativement stable à Sainte-Lucie qui ont une appétence pour des produits de qualité, un pouvoir d'achat relativement élevé et que ça peut être une niche de clientèle particulière pour ce type de produit. Et puis, on parlait effectivement des plaisanciers également au niveau des marinas, donc dans des lieux ciblés. En termes de marketing, on voit qu'une majorité des produits locaux ont une identité de marque assez peu affirmée, à l'exception des produits Barons, des sauces Vikings ou Ferens. Donc, il y a peut-être pas forcément une fidélité affirmée des Saint-Luciens envers leurs produits locaux. Donc, c'est vrai que les Saint-Luciens ont peut-être plus tendance à switcher vers des produits importés premier prix avec des packaging impersonnels. Donc, il y a une opportunité majeure pour nos entreprises de se démarquer en affirmant une identité de marque très présente, une présentation de produits particulière, notamment des produits haut de gamme, où le packaging est relativement important. Et en termes d'évolution de la demande, on note une prise de conscience importante sur l'importance du bien manger, donc au sein de la population locale, au sein de la clientèle touristique également. Donc, il y a une vraie opportunité pour des produits caribéens avec des compositions saines, sans conservateurs, sans moins de sucre, etc. J'ai même vu tout récemment une campagne du gouvernement saint-lucien pour justement des labels de meilleure qualité nutritionnelle sur les produits agroalimentaires. Donc, nouvelle tendance à suivre. En termes de menaces, effectivement, on le disait, en termes de circuit de distribution, le fait qu'il y ait un leader incontesté qui est Massistos, ça constitue un frein puisque c'est l'unique accès à la grande distribution. Du coup, si vous n'êtes pas chez Massis, les débouchés sont quand même relativement limités. Donc, Massis a quand même le monopole et ça impose un peu leurs règles au marché. Et donc, effectivement, ces marques importées représentent la quasi-totalité des produits commercialisés dans les supermarchés Massis. Donc, en termes d'autres secteurs, donc le secteur hôtelier dont on parlait, donc c'est des plus gros consommateurs de produits agroalimentaires, qui peuvent être aussi des territoires d'opportunités pour nos entreprises, qui appartiennent pour la plupart à des chaînes internationales et qui s'approvisionnent de manière centralisée auprès de grossistes internationaux. Donc, ça peut être aussi un frein. Le pouvoir d'achat de la clientèle locale en termes de clientèle, de cible, est relativement limité. Donc, les Saint-Luciens conservent un pouvoir d'achat un peu limité.
Donc, effectivement, le positionnement prix des produits Martiniquais, des produits TICA, donc sera peut-être un frein, donc peut-être à adapter au niveau de consommation des Saint-Luciens. Donc, je vais passer rapidement sur la concurrence. Le transport, il y a aussi des solutions de fret qui sont parfois inexistantes ou très limitées. Donc, ça peut constituer un frein. Et puis, en termes on a parlé du prix, en termes de compétitivité prix également, le fait que nos produits n'ont pas le bénéfice de l'exemption de droits de douane, d'importation, etc. Ça peut surenchérir le prix de vente de nos produits sur le marché Saint-Lucien. Donc, voilà pour ces recommandations. Vous aurez aussi tout le détail de comment accéder au marché Saint-Lucien, bien sûr, en termes de procédure d'importation, en termes de droits de douane et taxes, avec des détails en fonction des catégories de produits. J'ai parlé des infrastructures de transport. Vous aurez aussi des indicateurs, des billes pour comprendre comment est structuré ce marché des transports et l'accessibilité. Et puis, pour finir, on a également dans le rapport des choses très utiles qui sont des fiches contacts. Donc, avec le détail, effectivement, des contacts clés qui sont vraiment utiles pour nos entreprises quand elles veulent comprendre le marché et contacter directement les entreprises. Donc là, par exemple, les fiches contacts des différents transitaires, compagnies maritimes, mais également les fiches des entreprises, donc des entreprises productrices de fabricants de produits agroalimentaires, donc, que l'on a interviewé également dans le cadre de cette étude, mais pas que. Donc, voilà, les principaux produits agroalimentaires fabriqués à Sainte-Lucie. Vous avez les contacts des personnes clés, des personnes ressources clés. Et puis, vous aurez également le détail aussi des distributeurs, des grossistes, etc., dont on a parlé. Je n'ai pas mis toutes les fiches. Là, ce sont juste quelques exemples. Enfin, je vais redonner la parole rapidement, on va dire 2-3 minutes à Lisa pour le store check. Alors, très rapidement, on a donc sélectionné 2 exemples de relevés de produits. Donc, les 2 exemples ont été pris au sein des Massy Stores. Pour rappel, il y en a 11 sur tout le territoire saint-lucien. Et celui qui a été sélectionné, c'est celui de Castries. Dans la catégorie des yaourts, par exemple, vous trouvez au sein de l'étude 3 produits mis en exergue. Ici, donc 3 yaourts aux fraises. Le premier étant de la marque Yoplait avec une origine États-Unis. On a le prix, le goût, la provenance, le poids. Le second produit à importer, toujours donc origine France, et c'est le yaourt fraise de chez Alévir. Et le troisième, donc un peu plus original, Yoplait, toujours origine États-Unis, mais un yaourt donc dit à la française. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, la confiture est au-dessous. Vous trouvez également les commentaires qui sont faits suite à la visite et à ce relevé. Par exemple, sur le fait que lorsqu'on regarde le rayon yaourt, il y a une absence notable de marques locales et même une variété très, très limitée et en termes de goût et en termes de marque, puisqu'il y a une prédominance absolue des marques Yoplait et Alévir, justement. Et aussi que les yaourts sont principalement vendus à l'unité et qu'il y a il n'y a pas de pack. Sur la catégorie des cafés, donc on a pris 4 exemples de packaging cette fois-ci. Alors avec un café donc Nescafé classique, origine Mexique, avec un prix d'environ $10,85. Un produit également importé, mais cette fois-ci d'origine régionale, puisque le café est produit à Trinidad et Tobago. Café arabique moulu premium, avec un prix d'environ $5 US.
pour toujours produits importés, on va avoir premium, dans la catégorie premium, le café Lavazza, Gran Reserva, café moulu avec un prix d'environ 10,42 $. Et le dernier exemple prix est donc un café produit localement par Viking Trader, on en parlait juste avant. Et donc, le nom est Green Gold avec un prix moyen, un prix d'environ 7 $. Sur le rayon lui-même, ce qu'il a été mis en exergue par l'étude, c'est le fait qu'il n'existe qu'une marque de café local et une seule marque de café régional est présentée, c'est donc la José Pérez. La plupart des produits affichés sont d'origine d'Amérique latine et on note aussi la prédominance de 2 marques principalement, que sont Nescafé et Colcafé. On trouve énormément de café instantané et plusieurs variétés de dosettes, avec également la présence d'offres de café de qualité avec, par exemple, le café Lavazza. Merci Lisa. Alors, juste pour compléter les propos de Lisa, l'idée de ce store check, donc véritablement une visite de magasin, c'est de donner vraiment une immersion dans les supermarchés de Sainte-Lucie pour vous permettre d'avoir une illustration de l'offre de produits agroalimentaires présente dans les rayons. Donc, si vous n'êtes jamais allé à Sainte-Lucie, on vous permet d'y aller en immersion à travers ce store check avec, comme le disait Lisa, donc des exemples de produits. Donc, vous avez les photos des rayons et puis des exemples de produits, des produits importés, des produits locaux quand ils existent et une diversité de gammes qui vous permettent d'avoir un aperçu illustratif de ce qui est proposé pour chacune des catégories de produits. Donc là, on vous a présenté en exemple les yaourts et les cafés, mais vous avez cette même revue illustrative de produits pour chacune des catégories de produits traités dans l'étude, et cela sous différents formats, donc les supermarchés Massistos, mais également les autres formats, Mass et Gourmet, les épiceries fines, et etc. Les différents circuits de distribution aussi sont traités dans le store check. Donc voilà pour cette étude. Je vais juste vous prendre encore 2 petites minutes. Donc cette étude TICA, donc cette étude de marché agroalimentaire simplifiant a été réalisée dans le cadre du programme TICA pour les bénéficiaires de ce programme, donc les 30 entreprises caribéennes, mais plus largement, elle vous est également destinée, et l'accompagnement que l'on délivre aux bénéficiaires du programme TICA vous est également destiné, vous, entreprises martiniquaises. Donc là, je vais vous présenter très rapidement en 2 minutes l'accompagnement que l'on propose donc à nos entreprises dans le cadre de la Team France Export. Donc, nous sommes la Team France Export, qui est le dispositif, la refonte du dispositif public d'accompagnement des entreprises françaises. Donc, nous sommes la Team France Export Martinique, moi-même et ma collègue Vanessa Victorin. Et effectivement, dans la Caraïbe, nous faisons le lien avec nos collègues du TFT, donc ce bureau d'appui commercial de proximité dans la Caraïbe qui a été mis en place dans le cadre du programme TICA. Donc, cette refonte du dispositif nous permet d'être un interlocuteur unique, donc référent en Martinique pour toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer dans le cadre de votre développement à l'international, dans l'objectif d'avoir plus d'entreprises martiniquaises qui partent à l'export et de vous faire avoir plus d'exportations également. Donc, on vous accompagne vraiment de A à Z dans toute votre démarche, dans tout votre parcours export, donc avec une gamme complète de solutions, un parcours export simple et efficace qui est adapté, qui est sur mesure pour chacune de vos entreprises. Donc, que vous soyez en phase de recherche d'informations, nous vous proposons des solutions en termes d'ateliers d'information, comme le sont les rendez-vous internationaux, des produits tutoriaux, des entretiens avec des experts,
En phase de préparation, nous pouvons vous accompagner dans la structuration de votre stratégie pour faire le diagnostic de votre capacité à partir à l'export, vous former, vous faire monter en compétences sur l'expertise export, vous accompagner dans la définition de votre plan d'action. Donc vraiment, toute votre stratégie, nous vous accompagnons là-dessus. Nous pouvons vous accompagner donc justement, pour pouvoir vous conseiller sur l'accès au marché. C'est en cela que nous avons fait cette étude de marché agroalimentaire à Sainte-Lucie. C'est pour pouvoir avoir les connaissances préalables indispensables pour que vous puissiez mieux vous positionner sur ce marché et puis éventuellement prioriser certains marchés où les opportunités sont plus pertinentes que d'autres. Donc, cibler les bons marchés. Donc, nous accompagnons dans la partie réglementaire également et puis nous accompagnons sur le terrain dans la prospection du marché. Donc, comme je disais, le bureau d'appui commercial, donc le TFT, créé dans le cadre du programme TICA, nous permet d'avoir en proximité, de vous permettre de vous préparer sur mesure pour aller sur le terrain à l'export, de faire une prospection, de participer à des salons, etc. Et également, en termes de communication, nous pouvons vous accompagner. Et en termes de ressources humaines également, à l'export, nous pouvons vous accompagner dans le dispositif VIE, Volontariat International en entreprise, que je vous engage à venir découvrir demain dans le cadre de l'atelier qui se tiendra demain matin à 9 h. Donc, vous pourrez découvrir comment développer votre entreprise à l'étranger avec ce dispositif VIE, Volontaire International en entreprise. Et puis, je vais finir sur le financement, puisque c'est le nerf de la guerre. Toutes ces prestations d'accompagnement proposées dans le cadre de la Team France Export et mises en œuvre éventuellement par le bureau d'appui commercial du TFT, ce sont des prestations qui peuvent être partiellement financées par les dispositifs existants. Donc, nous avons, dans le cadre du plan de relance national, le plan de relance export, nous avons à disposition les chèques relance export qui peuvent venir prendre en charge jusqu'à 50% des dépenses de vos démarches export, donc 50% des dépenses éligibles, donc sur des prestations individuelles, donc des chèques relance de 2 000 €, sur des prestations collectives jusqu'à 2 500 €, sur des rendez-vous B2B, des chèques à 1 500 €, et pour le VIE, Volontaire International Entreprise, un chèque relance export de 5 000 €. Nous avons également une convention spécifique pour nos entreprises ultramarines, donc dont ne bénéficient pas les entreprises françaises, mais uniquement pour nos entreprises des Outre-mer. Nous bénéficions d'une prise en charge donc, sur cette convention entre 0 et 80% selon l'éligibilité. Donc, vous pouvez également bénéficier de cette subvention du ministère des Outre-mer pour les prestations Team France Export, mais également pour le VIE. Et puis, il existe d'autres dispositifs, notamment de la BPI, comme l'assurance prospection et l'assurance prospection accompagnement, qui vous permettent de prendre en charge également certaines des dépenses éligibles. Donc là, il s'agit de garantie, l'assurance prospection contre l'échec commercial, voilà, vous pouvez garantir contre l'échec commercial. Et puis, on a également des dispositifs d'aide régionale de la CTM spécifiques pour la démarche export. Donc, nous pourrons identifier en fonction de vos besoins, en fonction de vos actions export, nous allons identifier le financement qui va bien et qui vous permet de prendre en charge partiellement ces dépenses. Voilà, j'en ai fini. On a un petit peu dépassé le timing. Voilà, je vais arrêter la présentation et puis laisser éventuellement, s'il y a des questions, pouvoir y répondre. Merci à tous. N'hésitez pas à visiter notre site internet martinique.cci.fr pour avoir l'ensemble du programme des rendez-vous internationaux qui continue jusqu'à la fin du mois et n'hésitez pas à participer à nos prochains ateliers. Merci. Alors, nous écoutons vos questions. Je sais que vous en avez posé sur le fil de la conversation et nous y avons répondu, mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Si vous n'en avez pas, vous avez les coordonnées de
de Nathalie Lugéry, Vanessa Victorin. Vous avez également celle de donc Stéphanie Pujard pour le programme TICA. Et nous vous disons à bientôt. Vous avez bien noté que demain, nous avons une conférence sur la présentation demain après-midi, sur la présentation de l'étude TIC dans la Caraïbe. Donc, nous vous attendons nombreux pour la présentation de cette étude. Et puis, évidemment, vous avez la suite du programme sur notre site www.martinique.cci.fr, également sur nos réseaux sociaux, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, en Facebook Live. Nous vous souhaitons une bonne après-midi et à très bientôt en ligne. L'esprit gagnant, CCI Martinique.